Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle édition de ce lundi. Voici le sommaire. Une année vient de s'écouler depuis l'Institut de recherche sur les cancers de l'appareil digestif IRCAD, un sigle qui fournit des services de recherche et de formation en chirurgie mini-invasive. Le ministère de la Santé indique apercevoir des signes qui laissent penser que l'épidémie de Marburg sera bientôt vaincue et certains citoyens saluent par ailleurs la rapidité dont les autorités ont fait preuve pour lutter contre elle et pour protéger la population. Bonjour et bienvenue. Les experts en gouvernance soulignent que les pays africains devraient accorder une place plus importante aux jeunes et aux femmes dans les instances décisionnelles, car cela pourrait contribuer à accélérer un développement rapide et durable. Ces experts, membres du département de l'Union africaine chargé du suivi de la gouvernance en Afrique, sont actuellement au Rwanda pour des discussions visant à réformer les critères utilisés pour évaluer la qualité de la gouvernance sur le continent. Certains d'entre eux estiment qu'il est essentiel que ces critères incluent des éléments relatifs au respect du principe et de l'inclusivité dans les structures de gouvernance. Bon, c'est une bonne opportunité pour le pays comme le Rwanda. Et accueillir une réunion de ce genre, c'est une opportunité de montrer le chemin que nous avons commencé, surtout en ce qui concerne le développement durable et en mettant l'accent sur la protection de l'environnement et la politique inclusive, surtout les jeunes et les femmes, comme c'est contenu dans notre constitution, et que les organes de prise de décision doivent être inclusifs. C'est pour ça que pour nous, c'est vraiment une bonne opportunité de montrer ou bien d'encourager les autres pays de l'Afrique de faire la même chose, surtout en ce qui concerne la politique d'inclusivité. Vous savez, l'un des piliers du MAEP, c'est l'inclusivité et le partage des expériences. Qui parle d'inclusivité? Et quand vous regardez un peu la structure de la population africaine aujourd'hui, la jeunesse représente plus que 50% de la population. Il en est de même du genre des femmes. Donc nous attachons une importance très particulière à la participation de ces deux catégories qui feront que le succès du MAEP, avec l'inclusion de ces deux catégories, jeunes et femmes, sera quelque chose d'acquise si la participation est effective au niveau de ces deux catégories. Une année vient de s'écouler depuis que l'Institut de recherche sur les cancers de l'appareil digestif, IRCAD, en sigle, fournit des services de recherche et de formation en chirurgie mini-invasive. Le ministère de la Santé indique que cela a porté des fruits en renforçant les capacités de certains médecins rwandais, ce qui a contribué à fournir des services de qualité à ceux qui en ont besoin. Les détails avec Assim Youssouf. Les formations dispensées par ce centre sont de courte durée allant de 3 à 5 jours et sont destinées aux médecins généralistes en chirurgie. En l'espace d'un an, IRCAD Africa a formé 382 chirurgiens venus de 26 pays à travers le monde. De manière particulière, des infirmiers ont également été formés car ils jouent un rôle essentiel pendant les interventions chirurgicales. Nous avons pu faire plus de 15 cours et de 15 cours qui sont vraiment avec un niveau élevé. Nous, de notre côté, il y a la recherche. La recherche sur des projets innovatifs où nous avons eu, déjà là nous avons un projet qui est très intéressant, un projet où on est en train de travailler avec nos collègues français sur une sonde révolutionnaire, une sonde d'échographie. C'est pas seulement pour le pays, le bénéfice ou les retombées de la présence d'IRCAD Africa au Rwanda, mais c'est même les pays africains. Là, nous avons eu plus de 26 pays
envoyer leurs chirurgiens ou leurs infirmiers, pas seulement africains, mais aussi qui viennent d'autres pays comme le Pakistan, l'Afghanistan, qui ont envoyé des infirmiers pour des cours. Je crois que l'IRCAD Africa est en train d'émettre, pas seulement au Rwanda, mais aussi sur le continent africain. La spécialiste en chirurgie est l'une des responsables du programme à IRCAD Africa. Le docteur Kalekezi Claire est l'une de ceux qui ont bénéficié de la formation dans ce centre en France. Elle indique que la formation en chirurgie mini-invasive les aide à améliorer leurs capacités, ce qui leur permet de fournir des services plus efficaces et plus rapides à la population. C'est du progrès d'avoir des labos très modernes comme ceux-ci et d'une capacité permettant aux chirurgiens en stage d'avoir l'occasion de faire de la pratique avant d'effectuer une intervention. Moi personnellement, même si j'ai étudié et que j'ai terminé mes études, il y a des fois où je vais au labo pour faire de la pratique, pour apprendre davantage, pour ne pas pratiquer tout ce qu'il faut sur le patient. Cela les aide à se préparer et à accueillir de la confiance avant d'effectuer l'intervention. Cela donne de la sécurité aux patients et davantage de connaissances proches à la réalité. Le Rwanda a pour objectif de devenir un centre médical régional d'excellence où les Rwandais ainsi que d'autres Africains pourront accéder aux services de santé sans avoir à quitter le continent. La mise en place de ce centre étant l'une des étapes majeures pour atteindre cet objectif. Le ministère de la Santé indique que l'objectif est que chaque chirurgien soit formé dans ce centre afin d'accroître le nombre de professionnels qualifiés pour fournir ces services. Notre souhait est que tout le monde puisse avoir accès à ces services et qu'ils soient fournis par des personnes qualifiées. Notre désir est le nombre pouvant avoir besoin de ces services de chirurgie et qu'il faille attendre beaucoup de temps pour en avoir accès. L'objectif est que nous poursuivions la formation de ces médecins et que nous puissions donner des cours à d'autres, tant au niveau local que de l'Afrique, et ainsi fournir des services de haute qualité et que cela puisse permettre à ceux des différents pays d'Afrique ou d'ailleurs de venir chercher ces services ici. Les statistiques de l'organisation Lancet Global Health montrent qu'à l'échelle mondiale, 5 milliards de personnes n'ont pas accès aux services chirurgicaux. Chaque année, plus de 10 millions de personnes perdent la vie faute de pouvoir bénéficier de soins chirurgicaux. Ces statistiques révèlent en outre que cette lacune ne sera comblée qu'en formant près de 1,7 million de spécialistes en chirurgie. 10e jour des audiences en appel de l'affaire Philippe Hateyikimana Manié à la cour d'assises de Paris. Un témoin a indiqué à la cour que l'accusé est à l'origine de la mort du bourgmestre Nyagasaza de l'ancienne commune Niazo au sud du Rwanda. Le point avec Jean Damascène Malichini. Après 10 jours d'audience à la cour d'assises de Paris, la place est pour le moment aux témoins des faits. Parmi eux, un témoin cité par le collectif des partis civils pour le Rwanda a indiqué à la cour qu'à Nyanza au sud du Rwanda, le génocide a commencé le 22 avril 1994. De ce moment, a-t-il dit, Philippe Manié a changé de comportement et sortait souvent pour aller tuer et piller. La témoin a décrit comment Manié, communément appelé Biguma, à l'époque, a reçu du sous-préfet Kaitana la mission d'aller chercher le bourgmestre de Nyazo, Nyagasaza. Ce dernier a été arrêté à la frontière avec le Burundi alors qu'il aidait les réfugiés à fuir, a précisé la témoin. Et à elle d'ajouter que l'attaque sur la colline de Nyabubare a eu lieu le lendemain de l'assassinat du bourgmestre Nyagasaza, sans pour autant donner une date exacte. Et notre témoin cité par l'accusation, un ancien gendarme de Nyanza comme l'accusé lui-même, a indiqué à la cour que Biguma a complètement changé d'attitude dès le début du génocide, ajoutant que c'est lui-même qui a transformé les points de contrôle en barrières, car il s'en vantait à la cantine de la gendarmerie. Le témoin a expliqué que l'accusé a pris part au massacre de Lizar Songa. 20 gendarmes sont arrivés en voiture,
Encadrés par Bigouma l'accusé, ils ont pris un mortier et sont partis pour la colline. C'est Bigouma qui a fait fonctionner le mortier en personne, car ils s'en vantaient tous quand ils revenaient. Après cet ancien gendarme, la Cour a suivi la déposition d'un autre témoin rescapé du génocide des Tutsis, laquelle a marqué la salle de tant d'horreur, car son récit était entrecoupé de pleurs. Pour maître Domitille Philippard, avocat des parties civiles dans son procès, de tels témoignages restent importants malgré un temps assez long et une mémoire traumatique. Les gens qui ont été traumatisés peuvent avoir certains souvenirs qui ont été refoulés et qui ne vont pas réussir à ressortir tels quels, des périodes de leur existence pendant le génocide qui sont très floues, mais la mémoire traumatique fait aussi qu'ils vont avoir parfois ce qu'on appelle une hypermnésie, c'est-à-dire se souvenir très très bien de certaines choses qu'ils ont vues, de certaines choses qu'ils ont entendues. Et ça, leur mémoire va le garder très frais, même si on est 30 ans après les faits, parce que c'est une mémoire traumatique de choses qu'ils ont vécues dans leur chair, dans leur corps, et qui va rester très présente dans leur mémoire. Et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en première instance, Philippe Hateikimana-Manié devrait être fixé sur son sort le 20 décembre prochain. Le ministère de la Santé indique apercevoir des signes qui laissent penser que l'épidémie de Marburg sera bientôt vaincue et certains citoyens saluent par ailleurs la rapidité dont les autorités ont fait preuve pour lutter contre elle et pour protéger la population. Les détails avec Kassim Youssouf. Le 27 septembre de cette année, les organes sanitaires au Rwanda ont annoncé qu'un cas de la maladie de Marburg a été détecté. Le docteur Ngeshimana Menelas indiquait que, bien que cette épidémie soit grave, les services de santé étaient déjà préparés depuis un certain temps pour faire face à une telle situation. Nous avions mené des exercices axés sur la façon de traiter les patients, de les évacuer et de tracer tous les contacts qu'ils auraient pu avoir avec d'autres personnes susceptibles d'être infectées, puis de procéder aux tests. Tout cela n'était que des exercices. Chercher les personnes ayant été en contact avec les personnes infectées, les soumettre aux tests médicaux et les prendre en charge de manière appropriée avec un engagement total des agents des services sanitaires. C'est ce qui a marqué tout le processus pour lutter contre cette maladie, a fait observer le docteur Menelas. Les évacuations individuelles prenaient à peine quelques minutes. Et dans le cas où il fallait 2 heures pour amener, disons, 10 personnes à l'hôpital, nous nous efforcions de réduire ce temps de moitié lors de la prochaine opération. Chacun était censé jouer son rôle à la fois rapidement et efficacement. Ces efforts ont permis de passer 16 jours sans détecter de nouveaux cas et 12 jours après, le dernier patient a quitté l'hôpital. Cela a été salué par la population qui remercie le gouvernement pour sa vigilance dans la prévention des épidémies. Il est certain que ces efforts doivent être salués ainsi que les campagnes de sensibilisation à la radio et sur d'autres médias. C'est vraiment bien de voir comment ils ont travaillé pour limiter sa propagation avant que la situation ne devienne incontrôlable et nous leur en sommes reconnaissants. Nous savons que la maladie a tué des personnes dans la profession médicale et nous sommes reconnaissants qu'elle n'a pas pris des proportions énormes dans la société en général. C'est rassurant de voir que notre gouvernement est actif dans de telles situations. Lorsqu'il y a des épidémies et des pandémies, comme ce fut le cas avec le Covid, à chaque fois, le gouvernement met à disposition des vaccins et des médicaments jusqu'à ce que l'épidémie soit maîtrisée. Les hôpitaux où les malades de Marburg étaient soignés sont désormais fermés et le suivi de ceux qui ont été en contact avec les malades est terminé. Cependant, le ministre de la Santé a récemment indiqué à l'Agence africaine de lutte contre les épidémies que des recherches approfondies sont en cours pour déterminer l'origine de cette épidémie afin de renforcer les mesures de prévention. Bien sûr que nous demeurons vigilants pour nous assurer que les places où se trouvent
est que les chauves-souris fréquentes sont identifiées, surtout ceux vivant dans les grottes, tant à Kigali que dans les zones périphériques. Nous procédons à l'aide de la technologie moderne à travers tout le pays à une inspection dans toutes les grottes pour identifier les chauves-souris qui s'y trouvent. Nous espérons que cela nous accorde plus de préparation et de moyens dans ce domaine. L'épidémie de Marburg a en général affecté 66 personnes, dont 15 sont décédées, tandis que les autres sont guéris. Les professionnels de la santé affirment que l'accès rapide aux vaccins et aux traitements a été le facteur clé dans la lutte contre cette maladie. À présent, place à notre page culturelle. Il est DJ, il est producteur d'événements et de contenus, animateur, artiste, conservateur et champion de la communauté, je dirais, en général, et de la culture. Il a été nominé à des prix internationaux. Il a collaboré et partagé des scènes avec des artistes, je dirais, stellaires, tels que Amadou et Myriam, Seun Kuti, Kezia Jones, Akon, Africa Bambaataa et bien d'autres. Nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateforme Monsieur Eric Chirenga Karengera, alias Erickson. Bienvenue sur notre édition, dans notre édition. Quelle introduction! Merci beaucoup pour cette invitation et je suis ravi d'être là. Tout à l'heure, je vous demandais, ça fait combien de temps que vous êtes, je dirais, dans l'industrie musicale de manière professionnelle? Vous venez de me partager 30 ans, c'est pas peu. Oui, on a commencé tôt, on a commencé enfant, à être baigné dedans, mais professionnellement, en faire un métier, en choisir une voie, ça fait 30 ans. Alors pourquoi avoir choisi, je dirais, depuis 2011-2012, vous êtes ici à Kigali, vous voulez, je dirais, partager vos connaissances avec les autres partenaires de la musique en général. Quels a été, je dirais, les défis que vous avez rencontrés en venant ici au Rwanda comparé à tous les autres pays où vous avez voyagé? Mais je dirais que c'est vraiment le choc culturel, comment les choses fonctionnent, comment le système fonctionne. Mais vous avez tout à fait raison, il y avait vraiment une envie de pouvoir contribuer aux efforts du pays. En 2011, rappelez-vous, ça faisait à peine 15 ans qu'on était sorti de notre tragédie, de notre histoire, qu'on se reconstruisait. Il y avait un fort message qui venait du gouvernement du Rwanda. Moi qui ai vécu 80% de ma vie dans la diaspora, première partie en Belgique, deuxième partie en Angleterre. J'avais acquis beaucoup de connaissances, 20 ans dans les disc jockeys, dans les clubs. J'avais acquis beaucoup de connaissances au niveau de la créativité, au niveau de l'art, de la musique, des médias. Et il y avait ce message qui venait du Rwanda en disant « Venez contribuer, la diaspora, ne restez pas à l'extérieur, revenez au pays ». Et je me suis dit tiens, ouais, j'ai quand même pas mal de compréhension de ce qui se passe. Et en plus, j'avais vraiment comme mission, depuis le début, avant de revenir, j'avais vraiment comme mission de mettre en lumière le Rwanda, la musique du Rwanda, la culture du Rwanda. Parce qu'il y avait une narrative qui dominait sur le Rwanda, qui n'avait rien à voir avec la culture, qui n'avait rien à voir avec l'essence de qui nous sommes. Donc voilà, c'est ça qui a poussé ma décision de venir ici. D'accord. Alors vous êtes président, vous êtes directeur artistique, créatif, je vais dire, de l'Afro-Groove, qui est un réseau créatif afro-européen depuis 2001. Ça fait déjà 23 ans. Voilà. Quelles ont été, je dirais, les comparaisons entre la scène musicale européenne, la scène musicale locale d'ici, mais en Afrique en général? Quand vous comparez, quelles sont je dirais, les similitudes et les différences? Les similitudes, c'est le vivier de talent qu'il y a dans le nid africain. Que ce soit en Afrique, que ce soit dans la diaspora, le talent expressif de l'Africain est extraordinaire, a toujours fasciné le monde entier depuis des siècles et des siècles. La différence, c'est qu'en Europe, ils ont réussi à pouvoir créer un package, de monétiser un système, d'implémenter des structures non seulement légales, mais aussi économiques, financières, de soutien, de support, d'éducation, qui permet aux gens qui ont du talent de pouvoir s'exprimer, d'avoir des autoroutes pour pouvoir apprendre, des autoroutes pour pouvoir acquérir de la connaissance, des autoroutes pour pouvoir acquérir des financements, qui leur permettent de se développer. Et la chose principale, je dirais, pour les créatifs, c'est de pouvoir acheter l'espace de penser et de créer.
Ça, en Europe, il y a des systèmes et des mécanismes qui existent pour ça. Et le retour sur investissement de ces gouvernements-là est absolument énorme. Donc, j'étais vraiment inspiré par ce niveau-là. À partir du moment où tu comprends que la musique, l'art, la créativité, la culture n'est pas seulement un moyen d'expression, mais ça a aussi le potentiel de créer une industrie. Les industries contribuent au développement socio-économique d'un pays, parfois à hauteur de 5, 6, 7, 8% du GDP national. Ah, c'est beau. Je me suis dit, alors avec le talent qu'on a ici au Rwanda, avec la richesse de la culture qu'on a ici au Rwanda, je me dis, on peut vendre du café, du tourisme et de la culture. Oui, mais en parlant justement de la culture, récemment, il y a eu une conférence qui a été organisée. Vous avez aussi participé, Access, Edition of the Music in Africa, Conference for Collaboration, Exchange and Showcases. Ouais. Alors, quel a été l'impact de cet événement qui a accueilli plus de 50 pays, c'est pas peu, ici au Rwanda pendant 2 jours? Quel a été l'impact sur le plan, je dirais, culturel, économique, en général? L'impact économique, il y a l'impact à court terme. Déjà, le fait qu'on ait ce nombre énorme de professionnels de la musique qui viennent pour une conférence, déjà, le résultat immédiat d'une conférence, on le connaît tous. Ici au Rwanda, on est quand même devenu une destination super importante sur le continent au niveau des conférences, à cause de MICE. On est arrivé à un moment où on avait plus de 400 conférences par an. Donc l'impact économique, c'est vraiment très pratique. On a ramené beaucoup de professionnels ici. Ça, c'est le court terme. Mais maintenant, sur le long terme, on va voir ce qui va se passer. Ce qu'on avait comme intention, c'est de pouvoir exposer les gens qui sont dans la culture, dans l'art et dans la musique, et spécialement à comprendre les mécanismes de l'industrie, à comprendre l'importance des infrastructures, non seulement les infrastructures créatives et légales, les infrastructures créatives pour l'expression, les scènes, les salles, les studios, mais aussi les infrastructures législatives pour pouvoir implémenter les législations qui permettent justement de pouvoir monétiser ça. En particulier, on va parler des propriétés intellectuelles. Les gens doivent comprendre que leurs idées, leur créativité, leur musique, qui sont des créations intangibles, peuvent générer des revenus sans nécessairement être sur scène pour faire une transaction, une performance, un cachet. Les artistes devraient être en mesure de pouvoir générer des revenus et plusieurs avenues de revenus de leur musique, en dormant sans être sur scène. Alors, vous qui venez de passer plusieurs années ici au Rwanda, les artistes aujourd'hui, ils se disent qu'ils ne peuvent pas vraiment vivre de leur métier. Est-ce un défi aujourd'hui ou bien ça a évolué, je dirais, de manière positive? Ça change, les mentalités changent, ceux qui sont les consommateurs comprennent l'importance justement d'acheter, de ne pas prendre, de pirater par exemple. Oui, mais ça vient petit à petit, vraiment doucement. Je crois qu'au niveau du talent maintenant, il y a beaucoup plus de confiance en soi, beaucoup plus d'audace dans la jeunesse de se lancer dans la musique. On a moins de résistance traditionnelle et culturelle, de la perception de ce que c'est la musique, c'est un métier qui n'est pas sérieux, parce que là maintenant on voit des jeunes artistes qui arrivent à générer des audiences, générer des revenus, générer des streams de 10 000, 100 000 streams, des millions de vidéos sur YouTube. Donc ils arrivent à générer la même attention que leurs collègues dans d'autres pays. Mais maintenant, la monétisation de cette attention n'est pas traduite au niveau escompté, pour utiliser du bon français. Donc pour ça, c'est là qu'on a besoin d'avoir des législations, de l'implémentation. On a des lois pour le copyright, mais maintenant il faut forcer, il faut l'enforcement, l'implémentation de ces législations, que pour les gens qui violent, par exemple, c'est pas le bon mot, mais qui utilisent les propriétés intellectuelles de façon non autorisée, qu'il puisse y avoir des conséquences, qu'il puisse y avoir des mécanismes en place pour pouvoir implémenter ces policiers. Alors, est-ce que nos autorités, ceux qui sont chargés, est-ce qu'ils parviennent justement à comprendre aussi l'importance de nos artistes de pouvoir vivre de leur métier, ou bien ça demande, c'est un processus, je dirais? Oui, non, c'est vraiment un processus parce qu'il y a beaucoup d'apprentissage. Et ça, c'est peut-être une des raisons principales qui a fait que Access est venu au Rwanda. Moi, j'étais le lead logistique pour toute la conférence. Oui. Donc, c'est une organisation qui est basée en Afrique du Sud, qui s'appelle Music in Africa. Et Access est un de leurs produits et qui bouge de ville en ville. Donc quand ils bougent dans une ville, ils ont besoin d'avoir la connaissance culturelle, la connaissance locale. Donc ils m'avaient désigné pour être le coordinateur local, pour faire ce travail. Et là maintenant, si on a pu...
réalisé cette conférence, c'est parce qu'il y avait un engouement du gouvernement. Ils savent très bien que c'est nécessaire. Donc, ils ont participé à fond. Il y avait un support incroyable du ministère de la Jeunesse et des Arts. Il y avait un support logistique incroyable de RCB. Donc, nous étions des partenaires pour réaliser ça. Donc, ça me dit que quand vous avez ces trois partenaires, une organisation internationale qui travaille pour la musique, un ministère des Arts et puis l'institution qui s'occupe du tourisme, ça veut dire qu'il y a vraiment une volonté de pouvoir comprendre les mécanismes. Access venait avec des professionnels pour expliquer c'est quoi l'industrie et comment construire une industrie. Oui. Et je crois que le gouvernement ici a la volonté, mais ils ont besoin d'avoir plus de connaissances pour pouvoir comprendre exactement comment fonctionnent ces mécanismes. Est-ce qu'on dirait qu'il y a un bel avenir pour nos artistes et tout ce qui est leurs mains, je dirais, dans l'industrie musicale dans les années à venir? Moi, je trouve que, ouais, non, mais je suis là maintenant, je suis Soyons vraiment... positifs. Non, je suis super positif parce que le fait qu'on ait pu faire un événement de 3 jours, invoquer le support de RCB, invoquer le support de ministère. En fait, on a le gouvernement du Rwanda qui nous supporte. C'est tout le gouvernement du Rwanda qui nous supporte. Et donc ça veut dire qu'il y a une volonté de pouvoir comprendre les mécanismes. Si nous, on fait notre part du boulot en tant qu'artistes, et je crois que les artistes, les créatifs, ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient faire à leur niveau pour pouvoir montrer qu'il y avait de la créativité, qu'il y avait de la valeur et qu'il y avait le potentiel de pouvoir s'exporter et de générer des revenus. Là maintenant, pour trouver les mécanismes d'implémenter ce potentiel et traduire ça en revenus concrets, il faut les législations, il faut la compréhension dans nos institutions. La musique est liée avec la technologie, donc ça c'est Mini-ICT. La musique est liée avec les droits d'auteur et le commerce, donc ça c'est Minicom. La musique est liée avec l'hospitalité, donc ça c'est RCB. La musique est liée aussi avec l'éducation, donc ça c'est la jeunesse. Oui. Donc il y a un fil rouge entre toutes ces institutions. Merci en tout cas Eric Sol de nous avoir partagé vos connaissances et j'espère que dans les années à venir il y aura un autre message à donner. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter, c'était extraordinaire. Et sur ces mots, nous venons de conclure cette grande édition. Merci de l'avoir suivi au nom de toute l'équipe qui a contribué. Je vous souhaite une bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.